Il y a environ 450 millions d'années, aucune vie animale ou végétale n'existait à la surface des continents. Les terres n'étaient que d'immenses déserts. L'océan, par contre, regorgeait de vie. Nos ancêtres, à cette époque, étaient des sortes de poissons primitifs. Mais ils allaient bientôt devoir quitter ce milieu où la vie était apparue. Ce sont les grands mouvements permanents de la croûte terrestre qui allaient les y obliger. Les continents dérivaient et le plancher océanique se soulevait par à-coups. Les poissons durent s'adapter. Le mouvement des masses continentales les contraignait à quitter leur habitat ancestral. Mais cette terrible épreuve fut l'occasion d'un formidable bond évolutif. Les plantes avaient envahi la Terre bien avant les animaux. C'était maintenant leur tour de découvrir ces nouveaux horizons. Nos ancêtres développèrent alors des poumons, puis des pieds et des mains. La conquête de la Terre pouvait commencer. Voici notre planète, il y a 450 millions d'années, avant que la vie ne s'aventure hors de l'eau. À cette époque, dans la zone de l'équateur, 3 continents de petite taille entouraient un océan. C'est précisément ici que se préparait le grand débarquement de la vie sur la terre ferme. On appelle cet océan Iapetus. Ces eaux peu profondes et ensoleillées étaient un véritable paradis pour la vie. Des formes de vie très variées évoluaient parmi les immenses récifs coralliens de cet Éden aquatique. À ce moment de notre histoire, nos ancêtres appartenaient à une espèce appelée Arandaspis. Ce sont les plus anciens poissons connus dotés de vertèbres. Ils vivaient il y a 450 millions d'années. Ces piètres nageurs d'une vingtaine de centimètres de long ne possédaient pas de nageoires. Arandaspis devait être assez pacifique. Il se nourrissait de microbes qu'il aspirait dans la vase. Mais pour les poissons, cette vie paradisiaque n'allait plus durer très longtemps. Des ennuis s'annonçaient déjà. Quel genre d'ennui ? Les trilobites, une des espèces les plus répandues à cette période, nous permettent d'en deviner la nature. Il existait alors une très grande variété de ces animaux. Les uns rampaient sur le fond, d'autres nageaient librement dans l'océan. Mais à partir d'un certain moment, tous commencèrent à montrer des signes de changement. Le docteur Richard Forte, du Muséum d'histoire naturelle de Londres, parle d'un véritable bouleversement des formes des trilobites. À l'origine, ils étaient essentiellement plats, mais soudain, ils se sont mis à développer de nouvelles formes très diverses.
Le Dicranurus, par exemple, est apparu il y a 400 millions d'années. Les épines qui couvrent son corps lui donnent un aspect étrange. Qu'est-ce qui avait pu entraîner un tel changement chez les trilobites? Il est pratiquement certain qu'il s'agit d'une réaction défensive à une plus grande pression exercée par les différents prédateurs. En d'autres termes, la vie est devenue un peu plus difficile pour les trilobites, et une de leurs réponses a été d'améliorer leur carapace protectrice. Pourquoi la vie était-elle devenue plus difficile dans l'océan primordial? Selon le docteur Fortet, essentiellement à cause de la diminution des zones d'eau peu profondes qui avaient fourni un habitat idéal à de nombreuses espèces. Nous sommes ici, dans le Shropshire, à l'ouest de l'Angleterre. Il y a 440 millions d'années, ces terres se trouvaient exactement à l'équateur. Une partie de l'océan Iapetus les recouvrait. Dans cette carrière de calcaire, on trouve de nombreuses preuves de la présence passée d'un riche écosystème océanique. Regardez celui-ci. C'est une chaîne de coraux tabulés. La présence de ces coraux fossilisés suggère une abondance de vie. Leur taille montre qu'ils se sont développés ici pendant plusieurs siècles. Mais à partir d'un moment précis, ce témoin de la richesse du milieu marin disparaît brusquement. Plus aucune trace de cette mer idyllique. Cette fois, ce ne sont ni l'impact d'un astéroïde, ni les productions de la vie qui ont causé ce bouleversement. C'est de l'intérieur de la planète qu'est venu le changement. Dans les profondeurs de la Terre, la température peut atteindre plusieurs milliers de degrés. Cette chaleur extrême provoque un lent mouvement de convection dans le manteau terrestre. C'est ce mouvement qui entraîne les masses continentales dans une dérive sans fin à la surface de la planète. C'est cette dérive des continents qui a fait disparaître l'océan Iapetus. Les trois masses continentales qui l'encerclaient se sont rapprochées l'une de l'autre. Une série de cataclysmes s'est alors produite et la superficie de la mer s'est trouvée réduite par l'avancée des continents. Comme ils ne pouvaient se déplacer, la plupart des coraux ont été détruits. Certains poissons sont parvenus à s'échapper, mais ils ne disposaient plus que de zones réduites de massifs coralliens. Les continents ne se déplacent que de quelques centimètres par an. Mais en quelques dizaines de millions d'années, ils firent disparaître l'océan qu'ils encerclaient. Le fond marin jadis tapissé de coraux fut brutalement surélevé et intégré aux terres émergées. Il y a 400 millions d'années, l'océan Iapetus avait cessé d'exister. Les trois masses continentales s'étaient agglomérées en un unique continent. Seul son pourtour abritait encore les mers coralliennes qui constituaient l'habitat privilégié des trilobites et des poissons. Une diminution de l'espace vital implique nécessairement une compétition accrue. La loi de la jungle régnait désormais dans ces mers coralliennes périphériques. Pour le docteur Fortet, c'est ce qui explique la transformation des trilobites. Au Muséum d'histoire naturelle de Paris, on peut voir les fossiles des espèces qui dominaient cet univers d'eau peu profonde. Le professeur Daniel Gouget est un spécialiste des maîtres incontestés de cet environnement.
Ce sont les placodermes, des poissons équipés de puissantes mâchoires. Le squelette particulier du placoderme ne se rencontre chez aucun autre poisson. La partie antérieure de son corps était protégée par de véritables plaques d'armure osseuse. Et dans sa bouche, à la place des dents, 2 os plats fonctionnaient comme une cisaille. Armés de ces atouts, les placodermes se sont adaptés à tous les écosystèmes d'eau peu profonde jusqu'à devenir les maîtres des mers. Le Dynchleosthésus est l'un de ces placodermes qui a atteint des tailles phénoménales. Certains spécimens mesuraient sans doute jusqu'à 6 mètres de long. Face à de tels monstres, nos ancêtres étaient bien désarmés. Les Ostéictiens étaient bien là, mais ils étaient totalement sous la domination de ces placodermes, qui étaient adaptés à toutes sortes d'écosystèmes. Ils représentent 75 à 80% des vertébrés que l'on peut trouver dans les dépôts dévoniens. Nos ancêtres ostéictiens devaient rester dans l'ombre de ces placodermes qui les empêchaient de se développer. Ils n'avaient guère d'autre option que d'évoluer pour survivre. 60 millions d'années plus tard, le Pacifique Arandaspis était devenu un poisson nommé Eusthénoptéron. Doté de nageoires, c'était un nageur efficace. Mais ce n'était pas un atout suffisant pour dominer la compétition qui régnait alors. Dans ces eaux où les poissons géants étaient rois, les eusthénoptérons allaient devoir franchir une autre étape. Cette étape était si importante qu'elle allait leur permettre de quitter l'océan où la compétition était si féroce. Mais vers quels horizons s'évadèrent alors les eusthénoptérons ? Cette carte peut nous aider à répondre. Elle montre la position actuelle des sites où des fossiles d'eusthénoptérons et de leurs descendants ont été découverts. Si l'on remonte le temps pour voir où se trouvaient ces endroits il y a 400 millions d'années, on constate qu'ils faisaient partie d'une même masse continentale. Tous proviennent d'une zone située au cœur de ce vaste continent né de la collision de 3 terres plus petites. Pourtant, juste après cette gigantesque collision, ce continent n'était qu'un immense désert. Difficile d'imaginer où des poissons auraient pu s'installer. Dans un environnement aussi hostile, où nos ancêtres avaient-ils bien pu trouver refuge ? Un indice nous est donné par une chaîne montagneuse le long de laquelle tous ces fossiles ont été trouvés. Elle souligne précisément l'endroit de la collision des continents originels. Nous sommes ici à Sognefjord en Norvège. C'est le plus septentrional de tous les sites qui témoignent de la collision des 2 massifs continentaux appelés Baltica et Laurentia. Les paysages spectaculaires de ce fjord sont en partie constitués de strates très anciennes qui révèlent l'extraordinaire violence de ce choc continental. Cette courbure visible dans les strates est un plissement. Elle montre comment se comporte la surface de la Terre lors du choc de 2 continents. Les roches les plus solides ploient comme une guimauve sous la puissance des pressions exercées sur de longues périodes de temps.
Des plissements des strates peuvent s'observer dans différents endroits du monde où des continents se sont percutés. C'est le cas ici, à Monreith Bay, en Écosse. Il y a 430 millions d'années, ce site faisait partie de l'océan Iapetus. La partie méridionale de la zone de collision se trouve aujourd'hui dans l'est des États-Unis. Nous sommes ici à Monadnock Mountain dans le New Hampshire. C'est un des pics les plus escaladés de l'hémisphère nord. Près du sommet que sont en train d'atteindre ces randonneurs, on voit dans la roche les traces de plissement. La strate qui s'est ainsi plissée s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres de la Norvège aux États-Unis. La force colossale qui a engendré ces plissements a également modifié l'environnement terrestre. Il y a 400 millions d'années, après la disparition de l'océan Iapetus, la dérive des continents s'est poursuivie. À chaque point de contact, la Terre, poussée de part et d'autre, s'est progressivement surélevée. Durant 40 millions d'années, cette poussée s'est poursuivie et a donné naissance à une immense chaîne de montagnes que l'on appelle la chaîne calédonienne. Les scientifiques pensent qu'elle était alors aussi haute que l'Himalaya aujourd'hui, avec de nombreux pics à plus de 8000 mètres. Les fossiles d'Eusthénoptéron et d'autres espèces anciennes ont été découverts amoncelés au pied de cette chaîne calédonienne. Pourquoi précisément à cet endroit ? Lorsque cette chaîne immense est apparue, elle a constitué un nouvel obstacle qui a arrêté la course des nuages et des torrents de pluie se sont abattus sur ses pentes. L'eau, en dévalant la pente, a formé des rivières. Un nouveau monde d'eau douce venait d'apparaître au cœur des terres. Pour les poissons qui luttaient pour leur survie sur les hauts fonds qui bordaient le continent, ces grands cours d'eau qui se déversaient dans la mer étaient un refuge inespéré. Mais ces rivières ne constituaient pas vraiment un habitat protégé. À cette époque, les mousses et de petites fougères commençaient tout juste à s'implanter sur Terre. Les berges des rivières étaient encore pour la plupart désertiques. Sous les rayons du soleil, la terre se desséchait et se craquelait. Lorsqu'il pleuvait, les rivières débordaient et se transformaient en torrents de boue. Ces premières eaux douces constituaient un milieu très instable. Il n'était donc pas évident pour les poissons de s'y installer. Ce qui devait transformer cet environnement hostile en un milieu plus accueillant, c'est la vie elle-même. Aux États-Unis, en Pennsylvanie, une strate géologique rouge court le long de cette route. Il y a 370 millions d'années, cette colline se trouvait au pied des montagnes calédoniennes et de larges rivières coulaient ici. Des fossiles ont été découverts dans ces couches.
ce sont ceux d'une espèce qui a contribué à la migration des poissons vers l'eau douce. Ces fossiles sont ceux d'une plante appelée Archaeopteris. Il s'agit de l'arbre le plus ancien découvert à ce jour sur la Terre. Il est apparu il y a 370 millions d'années. Archaeopteris ressemblait à un conifère. Il était le premier dans l'histoire de la Terre à posséder un tronc. Ses racines se développaient en profondeur sur un large périmètre et l'ancraient solidement au sol. Son tronc s'épaississait chaque année et on pense qu'il pouvait atteindre 20 mètres de hauteur. Okay, Chuck, let's see. Yeah, there's one there. You want that one? Yeah. Okay, and let's see. Gotta get the light right. Yeah, there's another Le one. docteur Stephen Sheckler de l'Institut Polytechnique de Virginie étudie l'impact qu'a eu l'apparition de l'Archaeopteris sur son environnement. C'est une belle souche d'Archaeopteris, très représentative des arbres de cette époque. Elle doit faire 25 cm de diamètre. Ces scientifiques marquent l'emplacement qu'occupait chaque arbre pour tenter d'évaluer la densité de cette forêt. L'Archaeopteris ne rencontrait sur Terre aucune autre plante de grande taille, et il colonisa rapidement toutes les berges des rivières. Cette jeune forêt qui est derrière nous présente de fortes similitudes avec les premières forêts d'Archaeopteris. Ces arbres au tronc blanc qui sont actuellement dénudés ont à peu près la taille des premiers Archaeopteris. C'est l'ensemble de l'écosystème qui a été modifié par leur apparition. Ce qui était auparavant un milieu découvert, très peu productif, s'est transformé en un milieu couvert d'une canopée dense, au taux de productivité bien plus élevé. L'intérieur des continents était un environnement hostile pour les animaux avant l'apparition des Archaeopteris. Mais désormais, ces terres arides se couvraient des premières forêts que la Terre ait portées. Le sol, jusqu'alors desséché par les rayons du soleil, bénéficiait maintenant de l'ombre des arbres. Des marécages et des étangs se formaient dans les forêts, créant au cœur des continents de plus en plus de zones habitables pour la faune aquatique. C'est ce moment précis que choisit notre ancêtre Eusthénoptéron pour quitter l'océan et s'installer dans ce nouveau monde d'eau douce. Mais l'Archaeopteris devait aussi jouer un autre rôle primordial. La chute de ses feuilles allait fournir une précieuse source de nutriments pour les poissons. Les feuilles d'Archaeopteris, décomposées par les bactéries, vinrent ainsi nourrir la vie aquatique. Dans cet environnement d'eau douce, les poissons commencèrent à évoluer vers différentes formes nouvelles. L'apparition des forêts avait engendré un monde entièrement vierge qui accueillait les animaux les plus faibles, chassés des océans. Pour nos ancêtres qui s'étaient réfugiés ici, la forêt d'Archaeopteris était vraiment une douce protectrice.
Mais sa naissance n'avait pas seulement créé les conditions d'un nouveau bond en avant dans l'évolution, elle amenait aussi son lot de catastrophes. Quels nouveaux problèmes la vie rencontrait-elle dans ces marécages qui venaient d'apparaître? C'est en Amérique du Sud que se trouve la réponse à cette question. Nous sommes ici dans la cordillère des Andes. Cette chaîne de montagnes est aussi le résultat d'un choc de continents survenu il y a 400 millions d'années. Au pied de ces montagnes, on trouve également un monde de vastes forêts et de cours d'eau fertiles. C'est l'Amazonie. L'Amazonie est recouverte de forêts primaires très denses. On trouve ici les espèces aquatiques les plus exotiques. L'armure de ce pléco nous rappelle sans doute certains poissons préhistoriques. Et la majestueuse arowana présente des caractéristiques uniques. L'Amazonie est un véritable sanctuaire d'espèces d'eau douce. Ici aussi, les feuilles et les branches immergées constituent de précieuses ressources nourricières pour les poissons. La matière organique fournie par les forêts alimente toute la richesse de l'écosystème amazonien. À l'ombre des archéoptéris, nos ancêtres ont sans doute connu un monde proche de celui-ci. Mais en Amazonie, le mois de juin marque le début d'une saison plus difficile pour les poissons. La saison sèche approche et les pluies se font rares. Au cours de cette saison, le niveau de l'Amazone descend de 18 mètres. Lorsque les eaux se retirent, elles ne laissent derrière elles que quelques mares éparses. Et la saison sèche dure 4 mois. Ces poissons viennent respirer à la surface parce que les concentrations d'oxygène dans l'eau sont devenues insuffisantes. Lorsqu'il y a moins d'eau et que les températures sont plus élevées, les quantités d'oxygène dissoutes dans l'eau diminuent. Il y a 370 millions d'années, ce phénomène de saison sèche affectait de la même manière les sanctuaires d'eau douce. À la différence des vastes océans, le milieu des rivières et des lacs était assez précaire et l'eau manquait régulièrement de façon dramatique. Durant les saisons sèches, les archéoptéris, qui avaient auparavant prodigué tous leurs bienfaits, devenaient eux aussi source de problèmes. Pour décomposer leurs feuilles tombées dans l'eau, les bactéries consommaient une grande quantité d'oxygène. Le grand défi posé à la vie par ce nouvel environnement d'eau douce était donc bien la raréfaction de l'oxygène. Comment nos ancêtres ont-ils surmonté ce problème? C'est également en Amazonie que se trouve la réponse. On y trouve une espèce qui peut s'accommoder des plus terribles saisons sèches. Ce poisson, qui vient de sortir sa tête de l'eau, respire en fait grâce à des poumons. C'est un dipneuste. Ce type de poisson ne se soucie guère des niveaux d'oxygène contenus dans l'eau. Mais s'il ne peut atteindre la surface pour respirer à l'extérieur, il se noie.
des études récentes ont révélé que le dipneuste est un des plus proches parents de nos ancêtres qui vivaient à l'époque des Archéoptéris. Le docteur Per Hallberg est un spécialiste de l'Osténoptéron. Il pense que lui aussi devait être équipé de poumons. Les dipneustes vivaient dans ces marécages d'eau douce au même moment que les premiers tétrapodes. On retrouve leurs fossiles côte à côte dans les mêmes strates. Donc, quand on observe les dipneustes d'aujourd'hui et leur système respiratoire, on voit sans doute quelque chose qui se rapproche des premiers tétrapodes. Les poumons sont apparus pour permettre à ces animaux de respirer même dans des eaux tropicales faibles en oxygène. Des chercheurs ont tenté de reconstituer les étapes de l'apparition des poumons chez les poissons préhistoriques. Dans un premier temps, la partie supérieure de l'œsophage a enflé, se transformant en une ébauche de poumons. Et lors de la migration des poissons de l'océan vers les eaux douces, ces appendices se sont nettement développés. L'intérieur de ces nouveaux organes était tapissé de vaisseaux sanguins pour leur permettre d'absorber plus d'oxygène. C'est donc l'exposition aux violents changements de l'habitat d'eau douce et à la variation de sa concentration en oxygène qui a imposé aux poissons le développement d'organes de respiration comme les poumons. Cette adaptation allait permettre le bond évolutif suivant. La vie pourrait désormais quitter son berceau océanique pour se répandre dans pratiquement tous les habitats, sur la Terre comme dans les airs. Mais les conséquences de cet événement s'observent aussi chez les animaux qui sont restés aquatiques. La plupart des poissons que nous pouvons voir aujourd'hui sont en fait les descendants des premiers dipneustes qui se sont installés en eau douce. Leurs vessies natatoires ne sont qu'une évolution des poumons primitifs. Presque tous les poissons qui étaient restés dans les océans devaient finir par disparaître. Le vide laissé par cette disparition fut vite comblé par ceux qui s'étaient échappés vers les eaux douces et avaient acquis des poumons. Ils revinrent dans l'océan où les problèmes de raréfaction d'oxygène n'existaient pas. Leurs poumons changèrent alors de fonction pour devenir des vessies natatoires. Ce nouvel avantage leur permettait une nage plus rapide, sans dépense supplémentaire d'énergie. Au pied de la chaîne calédonienne, ce nouveau monde de forêts et d'eau douce fut ainsi notre second berceau après celui de l'océan primordial. Nos ancêtres étaient désormais équipés de poumons et s'étaient adaptés à ce nouveau milieu. Pour accéder à la terre ferme, il leur restait à développer des membres. Le docteur Jennifer Clack, de l'université de Cambridge, a découvert un fossile qui a permis de mieux comprendre comment nos mains sont apparues. Elle pratiquait des fouilles dans différents endroits du monde lorsqu'en 1987, elle découvrit dans l'est du Groenland un fossile provenant d'une strate vieille de 360 millions d'années. Il s'agissait du fossile d'un animal appelé Acanthostega, un fossile particulièrement précieux car c'était le seul au monde à avoir conservé la forme complète de l'animal. À sa grande surprise, cet animal possédait visiblement des mains et des doigts. C'est la plus ancienne forme de vie équipée de mains découverte à ce jour. Le docteur Clack réalisa des croquis détaillés d'Acanthostega. C'était un étrange animal ressemblant à un poisson doté de mains et de pieds.
Il mesurait environ 1 mètre de long. Sa queue ressemblait à la nageoire caudale des poissons, mais son crâne était plus solide que celui d'un poisson et son cou était sans doute articulé. Acanthostega était une évolution de l'Eusthénoptéron. Ses nageoires pectorales étaient devenues des pattes antérieures et ses nageoires ventrales des pattes arrière. Que s'était-il passé au cours des derniers millions d'années pour provoquer une telle évolution ? Les doigts d'Acanthostega posaient aussi un problème. Chaque membre antérieur en comportait 8. Or, on pensait depuis longtemps que dès les premiers stades de l'évolution, les mains ne possédaient que 5 doigts. Les scientifiques pensaient aussi que les mains équipées de doigts n'étaient apparues qu'après l'installation d'animaux sur la terre ferme. La découverte d'une créature aquatique à 8 doigts avait donc bouleversé le monde scientifique. Il s'agissait d'une découverte révolutionnaire qui obligeait à envisager différemment l'apparition de la main. C'était extraordinaire parce que jusqu'alors, on pensait que les doigts avaient toujours été 5 et qu'on ne pouvait pas en avoir plus. Alors bien sûr, ça a relancé la réflexion sur l'origine des membres. Ça a changé complètement la façon d'imaginer leur apparition et leur développement. Le docteur Clack avait d'abord pensé que les mains et les pieds étaient apparus pour permettre la marche terrestre. Mais l'analyse du squelette écarta cette hypothèse. La façon dont les bras étaient reliés au corps la contredisait de manière flagrante. Les bras d'Acanthostega partent du corps à l'horizontale. Cette position ne leur permettait pas de supporter le poids de l'animal soumis sur la terre ferme à une plus forte gravité. L'humérus et le radius forment un angle qui ne permet pas aux membres de se plier comme ça. Les articulations que l'on voit là et là suggèrent que ce bras devait être porté de côté et ne pouvait supporter aucun poids. S'il ne lui servait pas à marcher sur la terre ferme, alors à quoi ces bras servaient-ils à Acanthostega ? Des scientifiques conduisirent des analyses du squelette et tentèrent une simulation du mouvement de l'animal. Mais le résultat soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Voici une simulation de ce mouvement telle que le décrivent les études du Dr Clack. Acanthostega semble se tortiller pour avancer. Ce mouvement suggère qu'il ne devait pas être un très bon nageur. Pour une nage efficace, il est préférable de ne pas avoir de membres afin de limiter les frictions de l'eau. Alors pourquoi Acanthostega avait-il développé des pieds et des mains ? Une énigme bien délicate à résoudre. La lumière allait venir d'un endroit inattendu, Red Hill, où avaient été découverts les fossiles de la première forêt d'Archéoptéris. On a retrouvé de nombreux fossiles de poissons dans cette zone. Ce sont ces poissons qui ont été les premiers à effectuer le grand bond en avant, qui les a dotés de poumons. En 1998, le docteur Ted Deschler de l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie y découvrit de grosses dents de poisson. Elles mesurent plus de 8 cm de long. L'animal à qui elles appartenaient
a été reconstitué à partir d'autres éléments fossilisés retrouvés près des dents. Il s'agissait d'un énorme poisson de 5 mètres de long, entièrement couvert d'écailles rigides. Son nom, Ineria, le plus impressionnant de tous les dipneustes carnivores de cette période. À cette époque, il était sans doute le roi des rivières. Ineria était sans doute le plus féroce des poissons qui vivaient dans l'écosystème de Red Hill. La forme du corps montre clairement que c'était un animal capable de nager rapidement, de s'élancer très vite, de poursuivre sa proie et de la saisir entre ses énormes dents. Les premiers animaux dotés de membres ne semblent pas avoir été équipés pour échapper à autant de vitesse et de voracité. Nos ancêtres ne devaient pas vraiment faire le poids devant Ineria. À cette époque, l'habitat des rivières, qui avait été pour un temps un refuge par rapport à l'océan, était devenu un environnement bien plus compétitif où chacun devait de nouveau lutter pour sa survie. Loin des 5 mètres de long d'Ineria, Acantostega semblait bien vulnérable. Une fois repéré, il n'avait aucune chance d'échapper à une mort certaine. Alors comment cet ancêtre si faible a-t-il pu survivre? De nouveau se posait la question des mains. N'était-elle pas la clé d'une nouvelle stratégie? Le docteur Clack a alors émis une hypothèse révolutionnaire sur l'usage de ces nouveaux membres. C'est un petit poisson que l'on peut observer de nos jours qu'il a mis sur la voie. Il s'agit d'un Brachionictis, en anglais henfish, le poisson-main. Il vit sur les fonds marins, mesure environ 10 cm de long et maîtrise aussi bien le mouvement de ses nageoires que s'il s'agissait de pieds ou de mains. Il les utilise pour se déplacer lentement sur le fond ou pour s'agripper à des rochers et guetter ses proies. Acantostega se comportait peut-être de la même façon dans ces rivières marécageuses. Il pouvait écarter la végétation du fond, ce qu'on ne peut pas faire avec des nageoires. On imagine que cet environnement était tropical, proche de celui de la forêt amazonienne. Il faut donc envisager un milieu de marécage, encombré de végétation sous-marine et de feuilles tombées des arbres qui bordaient les berges. En fait, les premiers arbres apparus sur Terre, les Archéoptéris, avaient une autre caractéristique qui allait s'avérer utile aux êtres vivants. Lorsque leurs feuilles tombaient, c'est toute la branche qui se détachait. À cette époque, de grandes quantités de branches s'empilaient probablement au fond de l'eau. Selon le docteur Clack, c'est peut-être dans ces eaux peu profondes, parmi les entrelacs de branches, qu'Acantostega avait élu domicile. Il possédait peu de moyens de défense. Il avait donc abandonné la nage libre au centre des pièces d'eau ou des grandes rivières, au profit d'une vie plus discrète à proximité des berges. Et pour se dissimuler parmi les branches tombées, ses mains étaient sans doute très pratiques. Elles lui permettaient de se frayer un chemin dans les entrelacs de branches où il se nourrissait de petits poissons.
Ainsi, quand nos ancêtres ont été confrontés à la menace de prédateurs géants comme Ineria, ils n'ont pas cherché à entrer en compétition en s'équipant de crocs encore plus redoutables, ils ont opté pour une voie plus pacifique en évitant la confrontation. Cette option allait les conduire à effectuer un étonnant bond en avant dans l'évolution. Grâce à ses mains qui lui permettaient de se frayer un chemin entre les branchages, Acanthostega a ainsi pu vivre dans les eaux peu profondes des rivières, à l'abri des plus gros poissons. Une fois acquises ces aptitudes intermédiaires qui ne sont ni complètement adaptées à l'élément aquatique, ni à la vie sur la terre ferme, on peut imaginer que c'est progressivement développé au fil du temps une véritable adaptation à une vie terrestre. Acanthostega était en fait une espèce faible qui s'est retrouvée dans un environnement très hostile. En restant dans l'eau, elle n'aurait sans doute pas eu de descendance. Mais à partir d'un certain moment, son regard s'est tourné vers une nouvelle frontière. Et après plusieurs millions d'années, il a franchi cette frontière. Nos ancêtres étaient alors prêts à vivre sur la terre ferme. L'île de Valentia est située au large de la côte ouest de l'Irlande. Mais jadis, elle était un de ces marécages qui s'étendaient au pied des montagnes calédoniennes. En 1992, des fouilles sur ces côtes ont permis la découverte d'empreintes laissées par de lointains ancêtres. 260 en tout. Elles évoquent clairement les pas d'un animal qui se hissait en alternant sur son pied droit, puis sur le gauche. Ce sont les plus anciennes traces de pas découvertes sur Terre. On pense que le premier animal qui a parcouru cette terre est apparu il y a 360 millions d'années. Cet animal mesurait environ 1 mètre de long. Il a été nommé Péderpès. C'était un des descendants d'Acanthostega. C'est un faible qui avait réussi ce tour de force. La conquête de la terre ferme par cette espèce unique était un véritable exploit qui allait donner naissance à toutes les espèces de vertébrés terrestres. C'est parce que les terres dérivaient que la vie a été conduite à explorer leur surface. Et c'est sur cette terre en mouvement que s'est développé le processus évolutif qui a mené jusqu'à nous. Sur la terre ferme, l'évolution a connu une spectaculaire accélération. La surface des continents présentait des environnements bien plus variés que le fond des océans. L'horizon évolutif s'est élargi et un foisonnement d'espèces est apparu. Nos ancêtres allaient bientôt connaître une autre révolution liée aux arbres. C'était il y a 60 millions d'années. Cette fois, ces arbres étaient des angiospermes, des arbres porteurs de fruits. Jusque-là, les mammifères ne pouvaient grimper aux arbres qu'en se servant de leurs griffes.
Mais pour atteindre les fruits des angiospermes, ils durent acquérir une nouvelle aptitude de la main, la faculté de saisir. Quand la position du pouce changea pour permettre à la main d'attraper, l'ère des primates, notre famille, commença. En quittant les forêts, les hommes allaient encore développer l'agilité de la main pour créer toutes sortes de choses. Les mains allaient même acquérir le pouvoir d'exprimer des sentiments et des émotions. Ces mains sont le résultat de l'évolution continuelle de la vie. Elles sont l'héritage que nous ont légué ces ancêtres qui se sont réfugiés dans les marécages il y a 400 millions d'années.